Bien, merci d'être là pour cette deuxième moitié d'atelier sur la partie d'innovation et globalement des solutions pour le transport frigo demain. Nous allons donc reprendre avec les groupes Silencio de Frappa par Marc Devidal. Marc, oui, bonjour. Vous vous m'entendez? nous entendez? Oui, oui, je vous entends parfaitement. Et on vous entend très bien aussi. Nous continuerons par les innovations dans les laboratoires du Sémafroid pour accompagner ces innovations avec Jean-François Assier, qui est le directeur du pôle essai du Sémafroid. Nous aurons ensuite les équipements techniques présentés par la société Colcar, et c'est Michel Lered qui interviendra ici. Giuliano Caselli nous présentera les évolutions en matière d'isolation. Et puis, Bruno Etin nous parlera de l'isolation VIP, panneau sous vide Chéreau, avec sur le parking un véhicule de cette technologie. Je vous propose de commencer tout de suite. Et donc, Marc, la parole est à vous et Vincent pourra faire avancer les diapositives à la demande. Marc, c'est à vous. Allô? Excusez-moi, oui, j'ai été obligé de couper ma caméra, là, j'ai quelques problèmes de connexion. Donc, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, on vous entend, vous pouvez y aller. Parfait. En tout cas, je tenais à remercier le Sémafroid pour cette journée qui est importante et à toutes et à tous d'y assister. C'est vrai que c'est un peu des temps de pause, on permet de voir un peu ce qui se passe en termes de nouvelles technologies, d'innovation, et c'est vrai que prendre le temps pour ces journées, c'est assez important. Donc, je vais présenter la société Frappa. En fait, nous sommes les seuls industriels à concevoir, produire et commercialiser des châssis, ces carrosseries frigorifiques et groupes cryogéniques. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les groupes, nos groupes froids. On a deux solutions, une solution azote et puis une solution CO2, neige carbonique. Nous n'avons pas la prétention d'avoir les meilleurs produits, mais plutôt de bien accompagner nos clients pour essayer de résoudre un maximum leurs problématiques, notamment avec nos solutions modulaires. C'est sûr que c'est un peu plus simple quand on fabrique ces châssis, carrosseries et groupes. On arrive à être un peu plus pertinent sur des solutions par rapport aux problématiques des clients qui rencontrent au quotidien. Est-ce que vous pouvez mettre le slide suivant, s'il vous plaît? Ok, merci. Donc là, je vais vous présenter le groupe Azote, qui est aujourd'hui Silencio. Historiquement, nous faisons des groupes directs d'azote. Aujourd'hui, c'est complètement arrêté. C'est-à-dire direct, c'est que l'azote était directement jeté inséré dans la cellule. Pour l'action de sécurité, aujourd'hui, c'est complètement abandonné. Nous sommes sur des solutions indirectes. C'est-à-dire que nous avons une cuve cryogénique qui contient de l'azote liquide à moins 196 degrés et qui est injecté directement dans des évaporateurs qui sont étanches à l'intérieur de la cellule. Et une fois le changement d'état de l'azote effectué, est relâché dans l'atmosphère, c'est-à-dire à l'extérieur de la cellule. Donc, aucun problème de sécurité. En quelques chiffres, en France, chez nos voisins limitrophes, nous avons 250 véhicules actuels. Une grosse partie est en France. Sinon, nous sommes présents en Belgique, en Suisse et puis en Italie. Aujourd'hui, comment est constitué un groupe azote? Donc, je vous ai parlé que nous avons des réservoirs cryogéniques qui se déclinent en trois gammes. 430 litres, 650 litres et 950 litres. Donc, ça, ce sont les capacités embarquées de l'azote. Nous avons 3 évaporateurs différents avec 3 différentes puissances, 10 000, 7 000 et 5 000 watts. Donc, ça, c'est par rapport à la taille des évaporateurs. Et donc, aujourd'hui, ce sont des groupes qui sont, entre guillemets, électriques, car nous avons en fait une autonomie de 5 heures des groupes sur
sur ces batteries. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, voilà la gamme, comment elle se présente. Donc, nous sommes présents sur les porteurs, jusqu'à la SMI. Donc, sur les porteurs, en termes de modularité, la cuve peut être sous le sous-bassement, c'est-à-dire sous caisse, ou en face avant, au-dessus de la cabine, ce qui permet en fait pour des véhicules en ville de circuler plus facilement, d'avoir un peu moins d'encombrement, notamment au niveau de la hauteur de caisse, car en fait une cuve est un peu encombrante. Sur le type de sélection que l'on propose, c'est du monozone, du bizone et du trizone. Donc, entre guillemets, mono, bi et tri température. Donc, on peut cloisonner en fait assez facilement les caisses indépendamment par des cloisons, indépendamment les zones faisant du positif d'un côté et du négatif de l'autre. Aujourd'hui, il y a des résistances chauffantes dans les évaporateurs. Il faut dire aussi bien du froid que du chaud, du négatif au positif. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. En termes de performance, donc comme nous sommes sur des groupes cryogéniques, donc en termes de performance à faire du froid, c'est sans équivoque. On a assez, on est 2 fois plus rapide que sur un groupe diesel, c'est-à-dire un groupe à compression. Nous allons jusqu'à à peu près 1 degré par minute. Et on peut atteindre une consigne de cellule, c'est-à-dire si une cellule est à 30 degrés, jusqu'à -20 à peu près en 1h45. Donc là, vous avez les courbes, de notre groupe qui sont en bleu. Donc on voit en fait la descente qui est très, très, très rapide. Et par rapport à un groupe classique qui est un peu plus long, quoi. On ne parle pas assez d'environnement. C'est un groupe qui est complètement écologique parce que vous êtes sur du zéro NOx, zéro, je ne peux pas dire zéro CO2, enfin CO, mais on est assez pertinent en termes d'écologie et en termes de performance aussi. Aujourd'hui, si on parle de futur, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour le futur? Si aujourd'hui vous voulez une solution qui est performante dans le froid, qui ne fait pas de bruit et qui est écologique, sachez que l'azote est la solution qui répond à tous ces problèmes. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, là, tout à l'heure, je vous ai présenté les groupes azote. C'est essentiellement pour du porteur et de la SMI. Aujourd'hui, on a une solution CO2, notamment pour les vulles, où on parle beaucoup du dernier kilomètre, donc de neige carbonique. Neige carbonique qui est injectée dans un compartiment étanche, qui est complètement indépendant de la cellule et qui, en termes de sécurité, est, on va dire, un peu plus respectueux que d'avoir des rôles, des bacs isothermes avec de la neige carbonique dedans qui dégagent du CO2 à l'intérieur de la cellule quand l'état se fait. Donc, ça, c'est ce type de solution, notamment pour les centres-villes, sur les véhicules légers, où on embarque de la neige carbonique, et puis la neige carbonique est, comme je vous disais, dans un compartiment qui est complètement étanche. Donc, on a un système de régulation du froid qui est indépendant de la cellule, et qui, en fait, on peut parler de système aussi indirect sur cette solution Silent Snow qui est de la neige carbonique. Vous pouvez mettre le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, dans le véhicule, voilà, à l'intérieur de la cellule, ça se présente comme ceci, en fait. Vous n'avez pas de compartiment de neige carbonique qui est complètement indépendant de la cellule. Donc, vous avez un trait d'air et puis une sortie d'air. On vient de m'affirmer qu'il est dispo
Il est au Sémafroid, c'est ça. Il est sur le parking du Sémafroid. Donc, je vous invite à aller le voir si vous le souhaitez. Pour ceux qui sont sur Fresnes, ils le voient par la fenêtre. Ouais, c'est un peu ça. Je ne sais pas. Non, c'est exactement ça, parce qu'il est juste sur le parking contre la fenêtre. Donc, Vous pouvez voir sur le côté. On le voit depuis la salle numéro 1 où nous sommes réunis. Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. Donc, vous pouvez voir à peu près les compartiments, comme ils sont agencés. Et puis, j'insiste sur le fait que ce soit complètement indirect comme procédé. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi d'avoir sur le parking cet équipement qui est en présentation. Et encore une fois, merci à tous les constructeurs, les loueurs, les transporteurs, les fabricants au sens large qui ont mis des matériels pour cette manifestation qui permet aussi d'échanger sur ces sujets techniques en plus des ateliers. C'est important. Je vais laisser la parole à Jean-François Assier, qui est le directeur du pôle essai du Sémafroid et qui va nous présenter les évolutions récentes dans les laboratoires et dans nos activités d'essai pour répondre justement à tous ces besoins, que ce soit des essais évidemment de certification réglementaire, normative, que ce soit des essais pour répondre à des certifications volontaires ou que ce soit aussi des essais dans le cadre d'expertise. Il y a certains matériels qui sont exposés ici, qui ont fait l'objet d'essais, alors en amont pour accompagner les innovations, à la fin lorsque c'est prêt pour être certifié avant mise sur le marché, et parfois pour aller chercher des démonstrations de performance, d'arguments, etc. Bruno nous en dira un mot tout à l'heure sur des essais qui sont faits dans nos laboratoires, que ce soit ici, à Bordeaux, pour certains essais à Casale et Montferrat dans quelques jours, pour d'autres à La Réunion sur les vérifications, et puis aussi ces derniers mois, beaucoup sur le terrain, en particulier dans la chaîne. Jean-François, je te laisse le micro. Bonjour. Jean-François Assier, donc directeur des laboratoires. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait sur les essais, donc généralement en mesure, sujet qui n'est pas forcément bien connu, mais qui est important, parce que toute décision est donc toujours basée sur une mesure. Alors, je vais vous présenter ça, on va reprendre le périmètre du laboratoire pour positionner ce que l'on fait, et ensuite vous présenter quelques évolutions qu'on a mis en œuvre cette année, qui sont en cours de mise en pratique et qui seront aussi de plus en plus présentées dans les années futures. Donc, globalement, pour savoir où on se trouve sur toute la chaîne logistique du froid, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des enregistreurs. Donc, les enregistreurs, on peut faire des certifications de type, on peut faire des vérifications annuelles, des étalonnages. On va aussi se positionner sur des thermomètres. Donc, on fait aussi de la certification de type de thermomètre ainsi que leur vérification. On va travailler aussi pour les frigoristes, pour la vérification de leurs outillages. Donc, tout ce qui est pompe à vide, détecteur, capteur de température, manomètre. On va travailler sur les enceintes, sur les camions, sur les enceintes climatiques mobiles, fixes, sur les bâtiments, où on va travailler sur les caractérisations pour vérifier l'homogénéité et la stabilité. On va travailler aussi sur les engins, selon pour l'ATP, mais aussi pour l'OMS. On va travailler sur les groupes pour vérifier les mesures de puissance et les caractéristiques. Et les réfrigérateurs et les congélateurs, suivant des référentiels OMS, là encore, pour en déterminer la consommation, l'homogénéité, la stabilité, la tenue, et les emballages. Donc, globalement, vous voyez, nous sommes présents, on essaye d'être présents en fait sur toute la chaîne. Si l'on regarde au niveau en pratique des activités, donc on va avoir des activités qui sont des certifications de type. Donc, c'est-à-dire qu'on va tester complètement un équipement et émettre un certificat qui sera reconnu. Donc, pour typiquement les engins et les groupes, les enregistreurs et les thermomètres, selon la et les emballages,
les réfrigérateurs et les congélateurs. Donc, pour ces domaines bien particuliers, donc on émet des certificats types qui sont après utilisés pour démontrer la conformité aux exigences des référentiels présentés. Nous faisons aussi de la vérification. Donc, la vérification, c'est un étalonnage plus une vérification de la conformité par rapport aux caractéristiques de l'équipement. Des essais et des étalonnages, en fait, uniquement, par exemple, en température, où, dans ce cadre-là, vous allez avoir un certificat d'étalonnage qui vous permet, vous, de démontrer la traçabilité et aussi d'améliorer votre incertitude de mesure en utilisant le certificat. Donc, les évolutions en cours. Toutes ces évolutions, en fait, sont associées à la volonté de, répondre et suivre les évolutions normatives et donc proposer des nouvelles prestations, mais aussi de travailler dans le sens où on souhaite de plus en plus travailler avec les constructeurs et travailler avec les clients pour les aider à rentabiliser leurs essais en ayant plus de résultats de mesure qui leur permettent d'avoir des informations sur la R&D. Donc, au niveau des essais calorifiques, par exemple, ce sont des nouveaux essais qui sont faits dans les laboratoires et que l'on a mis en place depuis cette année. On a développé la méthode. Cette méthode a été ensuite présentée à la CERT. C'est en cours d'étude. Et pour l'instant, donc, on peut réaliser ce type d'essai sur les groupes que l'on reçoit. L'évolution des fluides nous a poussé à développer, on est en train de mettre en place des moyens pour faire des essais pour les fluides à 2L. Donc là, on est en train de mettre à niveau nos installations pour pouvoir garantir la sécurité lors des essais. Développement aussi des charges partielles suite à la mise en place de tout ce qui est certificat d'économie d'énergie. Donc, on fait actuellement les charges partielles pour les monotempératures et on développe les méthodes pour faire les charges partielles en multitempérature. Autre point sur les groupes, on a développé récemment en fait, des instrumentations spécifiques qui nous permettent, en plus de l'instrumentation typique ATP que l'on utilise lors des caractérisations et des essais de conformité, de mesurer tout paramètre sur le groupe, les ouvertures de valves, les différents points de température, la logique de fonctionnement. Donc, ces éléments en fait, nous permettent de compléter nos essais ATP avec tout un ensemble d'acquisitions qui sont utiles pour les constructeurs et qui peuvent être utilisées a posteriori. Donc, ces choses-là sont importantes parce que vous avez besoin de faire des essais de certification, mais il faut aussi que ces essais de certification vous amènent quelque chose, pas uniquement un certificat. Il faut que ça vous amène aussi des éléments qui vous permettent d'avoir une meilleure connaissance sur vos équipements, sur vos groupes ou sur vos engins. Donc, c'est vraiment l'esprit qui a été, c'est l'esprit derrière cette proposition, c'est de vous donner plus et de vous permettre d'avoir, au travers des essais réalisés au CMA-FRA, des informations sur vos matériels et vous aider à développer, à continuer à améliorer. Sur les engins, nous sommes en train de finaliser les essais suivant le PQS-OMS. Donc, en fait, on pourra effectuer une certification de type pour les engins selon le référentiel OMS. Ça peut intéresser certains constructeurs. Au niveau des enregistreurs, alors au niveau des enregistreurs, la difficulté, c'est que de plus en plus, il existe des enregistreurs de température qui sont utilisés et associés au développement de la chaîne logistique. Ces enregistreurs doivent être vérifiés selon la réglementation, selon une norme 13486. Et surtout, le nombre est de plus en plus important. Donc, de ce côté enregistreur, nous sommes en train de mettre en place des essais pour faire des essais en grande série, de pouvoir traiter des batchs jusqu'à 500 équipements en une nuit, ce qui permet de réduire énormément, vous imaginez, les coûts de production et donc facturer. Donc, l'idée, c'est d'arriver à travailler sur des grandes séries, réduire les coûts et pouvoir garder le même niveau de qualité de service. Au niveau des meubles de vente, nous suivons l'évolution de la norme pour pouvoir tester
les meubles qui sont installés sur le boucle d'eau. Et une autre aussi évolution récente, c'est la mise en place, le développement plus important de toutes les prestations sur site. Donc, vérification outillage que l'on réalise donc, pour les outils de frigoristes, la vérification d'enregistreurs. Donc là, on peut aller maintenant effectuer des vérifications d'enregistreurs sur site. La caractérisation d'enceinte 1540. Donc, en fait, d'avoir des prestations qui historiquement étaient réalisées en laboratoire, maintenant de pouvoir les réaliser chez les clients. L'intérêt de faire ça, c'est que ça permet d'avoir une plus grande réactivité, d'éviter de déplacer les matériels, et tout le monde est gagnant. Alors, pour des raisons bien sûr logistiques, on est en train de mettre en place des tournées, je dirais, sur la France, et ça permettra comme ça de bien coordonner et de cadencer, en fait, pour chaque région, ce type de prestation. Voilà. Si vous avez des questions sur les essais, les mesures. De toute façon, on fera aussi les questions-réponses à l'issue de l'ensemble des présentations. Donc, comme tu ne t'échappes pas de la salle, on va pouvoir continuer là-dessus. Les interventions susciteront peut-être aussi des questions. Merci Jean-François sur cette présentation. C'est important pour l'innovation d'être accompagné par la capacité d'essais et de tests nécessaires tout au long de la démarche de création de nouveaux produits. Et c'est un peu le panel de nouveautés que Jean-François nous a balayé à l'instant. Je vais laisser la parole maintenant à Michel Lered, qui est le représentant de Colcar pour la France, pour nous présenter les évolutions sur les carrosseries frigorifiques équipées de plaques tectiques, un marché très spécifique, une niche importante du parc, qui a fortement baissé en part de marché en France depuis 20 ans, mais qui reste un produit qui a toute sa place et qui évolue aussi vers des produits mixtes. On voit de plus en plus de matériel mélangé, du froid ventilé et de la plaque tectique. Et c'est un marché qui est aussi concerné par ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'évolution des pratiques de consommation et de l'expérience des clients. Michel, le micro est à toi. Bonjour à tous. Je voulais remercier Gérald, Giuliano et le Semafroid d'accueillir Colcar pour la première fois à ces journées techniques du Semafroid. Je vais vous parler du froid technique. Je vais aussi vous présenter Colcar, puisque c'est la première fois que nous sommes présents. Donc, nous sommes spécialistes de la construction de carrosseries équipées de froid technique. Nous sommes connus pour les cellules à portillon, mais nous ne faisons pas que des cellules à portillon comme nous allons le voir. Nous sommes basés à Ocimiano, dans le nord de l'Italie, près d'Alessandria. Là-bas, nous avons 3 sites de production où nous concevons, nous fabriquons les panneaux, nous assemblons les carrosseries. Et quand elles sont livrées en Italie ou en Europe, elles sont installées sur châssis ou elles peuvent être expédiées en container vers d'autres destinations. La production actuelle, c'est environ 1800 carrosseries par an. Cette année, c'est l'année de la 50e carrosserie. C'est une année un peu spéciale. Oui, exactement. Colcar a une activité importante à l'export. 75% de nos carrosseries sont exportées à travers le monde. Donc, nous avons une présence internationale, soit à travers nos filiales, soit à travers des distributeurs ou à travers des ventes directes aussi. Nous avons plusieurs filiales dans le monde, aux États-Unis, au Chili, au Brésil. Nous sommes aussi présents en Russie et jusqu'en Malaisie. Ensuite, nous avons une vingtaine de distributeurs dans le monde et nous avons nos exportations directes également dans beaucoup de pays aujourd'hui.
Donc, l'entreprise a été créée il y a maintenant un peu plus de 50 ans. C'est toujours une entreprise familiale. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une production de 1800 carrosseries par an qui sont réalisées par 200 personnes sur le site de Cignano, et à travers le monde, nos filiales emploient environ également 200 personnes. Donc, nous sommes connus pour les cellules à portillon. C'était la tradition Colcar. C'est toujours une grande partie de notre production. La crème glacée, la distribution de la crème glacée a participé à l'élaboration de ces cellules. Ça a été une grande spécialité de l'entreprise, ça l'est toujours. Mais nous avons aussi de nombreux clients qui distribuent en général des surgelés, tout type de produits surgelés. Et depuis quelques années, il y a une distribution aussi une réalisation de produits plus orientés e-commerce et livraison à domicile, soit en surgelé, mais aussi en multitempérature, avec des portillons ou sans portillons. Aujourd'hui, nous avons aussi des solutions pour le dernier kilomètre et des solutions qui sont adaptées aux livraisons de produits secs, surgelés et frais. Donc, les types de carrosseries, il y a les carrosseries à portillon, les carrosseries un peu hybrides avec portillon et, comme on le voit sur la cellule en haut à gauche, avec rideau relevable pour la partie produits secs. Les cellules surgelées à portillon et les cellules hybrides. Tout à l'heure, comme Gérald l'a évoqué, il y a aussi des solutions hybrides avec des groupes mixtes, l'alimentation de plaques et de froid ventilé, comme sur la cellule jaune qui est exposée en bas. Alors, nous utilisons majoritairement le froid étectique, soit avec des plaques comme c'est présenté ici, soit avec des tubes qui offrent une plus grande surface d'échange et qui permettent de gagner en légèreté et en rapidité de descente en température. Notre production de carrosserie utilise le polyester, le polyuréthane, et fait appel à pas mal de technicité parce que nous avons pour une grande partie des cellules des portillons qui sont un petit peu plus compliqués à fabriquer que les parois latérales sans ouverture ou avec une porte simple. Nous produisons aussi nos groupes frigorifiques dans un site près de Cignano, à Casale-Monferrato. Donc, nous concevons, fabriquons et assemblons nos groupes dans cette unité. Dans notre site de Cignano, nous pouvons aller jusqu'à la livraison du véhicule, complètement terminé, installé sur châssis. Toutes nos cellules, avant de quitter l'usine, sont testées, effectuent des essais de descente en température, et nous avons une traçabilité complète à la fois de la production et des essais pratiqués sur les cellules et les groupes. Alors, le froid étectique aujourd'hui présente pas mal d'intérêt dans les évolutions en cours, puisque nous avons un équipement qui est totalement autonome pendant la phase de distribution. La production de froid a lieu pendant la nuit. Quand le véhicule est à l'arrêt, il est connecté sur le secteur de l'entreprise. Le groupe tourne et on congèle le liquide étectique à l'intérieur des plaques. Ce qui fait que le matin, quand on part en tournée, on débranche le groupe et on n'a plus besoin d'énergie pour produire du froid. Ce système est fiable, il n'y a aucun risque de panne sur la production de froid pendant la distribution. Il est silencieux et avec les tendances actuelles et l'arrivée des châssis électriques, nous avons un système qui est immédiatement adaptable sur ces nouveaux modes de transport, puisque, encore une fois, nous n'avons pas besoin d'énergie pendant la distribution. À travers ces courbes, on peut voir qu'on descend très bas en température au niveau des plaques
Et la température à l'intérieur de la cellule, malgré les ouvertures de portes, reste assez constante. On peut avoir un grand nombre d'ouvertures de portes et en fin de tournée, au retour, on a toujours une température d'environ moins 20 degrés à l'intérieur de la cellule. Donc, on a une solution à travers le froid eutectique qui est confortable. Elle n'émet pas de bruit pendant la distribution, qui est efficace même quand on a un grand nombre d'ouvertures de portes. Les plaques eutectiques maintenant la température en permanence dans la cellule. Au niveau de l'entretien, c'est un système qui est peu coûteux. On a moins de pièces mécaniques. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, c'est un système aussi orienté vers l'écologie, puisqu'il ne pollue pas de pollution, pas d'émissions pendant la distribution. Et c'est un système très simple qui ne requiert que le branchement sur une prise électrique, donc qui est très sécurisant. Donc, il y a différents types de cellules possibles. Là, on voit une cellule à portillon qui utilise aussi des rôles. Donc, on fait un chargement par l'arrière. Ça permet de préparer les précommandes dans les locaux de l'entreprise, de les charger très rapidement et ensuite de les décharger par les portillons puisque les rôles correspondent à chaque portillon. Là, c'est l'exemple plutôt orienté e-commerce avec une cellule à 3 températures différentes. On a du surgelé, du frais et du sec. Donc, on a la possibilité d'effectuer une distribution complète de tous les types de produits alimentaires avec une seule cellule. Donc, le froid eutectique permet aussi de faire du froid positif à l'intérieur de la cellule. Dans ce cas-là, on utilise une solution eutectique qui descend moins en température et on contrôle aussi à l'aide d'une solution thermostatée la distribution du froid dans le compartiment frais. Alors, tout à l'heure, on a parlé beaucoup des portillons, mais Colcar fabrique aussi des cellules plus traditionnelles, des cellules dans lesquelles on peut accéder et qui peuvent être équipées d'étagères, tel que l'exemple le présente, soit avec une porte arrière simple, soit avec des portes doubles, voire des portes triples, en fonction des besoins du client. Donc, Colcar est certifié aussi bien au niveau de l'UTAC que du CEMAFROID. Et donc, nous avons l'accréditation TECNEA. Et nous avons aussi une certification ISO 9001 et 14001 en ce qui concerne notre organisation qualité. Voilà, donc nous sommes basés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Otimiano, dans le nord de l'Italie. N'hésitez pas à consulter notre site, vous y trouverez beaucoup de renseignements et beaucoup de présentations de véhicules, de différentes adaptations sur des véhicules en fonction de l'utilisation des clients. Voilà, je vous remercie. Merci Michel pour cette présentation des eutectiques et de leur utilisation dans évidemment l'utilisation qui est la plus connue des portillons, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui se développe pour d'autres applications en matière de transport sous température dirigée. On va passer à la troisième brique qui a déjà été évoquée ce matin en partie par Franck et puis en transparence dans d'autres présentations sur l'isolation. L'isolation, c'est le point de départ du camion frigorifique. C'est ce qui permet d'éviter de perdre de la marchandise. Historiquement, c'était pour la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, c'est aussi un enjeu environnemental, énergétique. Nous avons eu beaucoup d'évolutions sur les isolants et Giuliano Caselli va nous en tirer les perspectives pour les prochaines années. Giuliano, c'est à toi. Merci beaucoup, Gérald. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Je suis Giuliano Caselli.
le directeur de Tecnea Italia, filiale italienne du groupe Tecnea Semafroid. Je suis aujourd'hui là pour vous présenter une communication dont le titre est E pluribus unum, c'est la devise en latin des États-Unis qui avait dit que de plusieurs entités différentes, on peut obtenir une identité unique. C'est un peu une provocation, mais nous allons la voir à la fin de ma présentation. Il faut souligner que l'amélioration de l'isolation est de plus en plus liée à un mix de différents matériaux et techniques dans un environnement toujours plus complexe. Ça, c'est quelque chose qui accompagne le monde de la carrosserie à température dirigée depuis des années, mais c'est très vrai aujourd'hui et ça va être très important et même vital dans les années qui vont venir. Tout d'abord, un regard sur les situations, les perspectives. Le transport sur température dirigée, des denrées périssables, nécessite de froid et surtout d'isolation. Une isolation qui se veut et qui doit être efficace et efficiente en même temps. Donc, nous mettons l'isolant dans le collimateur. L'isolant est important, mais il n'y a pas que l'isolant. Il y a les isolants. Tout peut participer à l'isolation. J'enlève peu. Tout participe à l'isolation. Nous avons des habitudes dans nos vies au quotidien, mais aussi dans nos vies professionnelles. Donc, quand nous parlons d'isolant, nous parlons du type de matériau. Nous identifions l'isolant comme un isolant naturel ou de synthèse. L'histoire nous montre qu'il y a 5 ans, l'isolant était le liège. Après, nous sommes passés à des isolants de synthèse, les polyuréthanes, les polystyrènes, des aérogels, des VIP. Il y a eu toute une évolution. Les isolants sont identifiés par nom, densité, par certaines caractéristiques, mais il ne faut pas oublier, c'est la performance qui fait la différence d'un point de vue isolation. Bien qu'il y a d'autres éléments aussi qui interviennent, et nous allons voir quelque chose dans les slides qui suivent. Nous avons toujours des habitudes. Nous avons toujours des habitudes, donc souvent nous parlons d'isolation en référant à un seul matériau. J'isole avec la mousse 35. C'est une façon de dire. Mais en fait, la tradition veut que généralement on utilise un seul isolant ou un isolant principal. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison de performance. Les choix, par contre, sont aussi dictés par la disponibilité d'un matériau sur le marché, par les coûts, le prix des revient, l'intégration d'un process de production. Ça, c'est quelque chose de très important. Le fait de trouver sur le marché des solutions exceptionnelles à des prix de marché même intéressants, parfois ne peut pas être exploité parce que nous avons des situations de contexte productif qui montrent des rigidités. J'aime bien faire l'exemple que parfois, pour changer la pierre d'angle d'une cathédrale, on risque de devoir rebâtir la cathédrale. Toujours les habitudes. Isolant, mousse. Laquelle? Mousse polyuréthane, expansée. OK. Donc, injectée in situ, produite en bloc et après usinée. Ou nous parlons plutôt de mousse comme mousse polystyrène extrudée, ou de mousse polystyrène expansée et même additivée. C'est un univers. Ce qui est commun dans les isolants alvéolaires, c'est l'évolution de la réglementation qui a mené à une progressive baisse des performances des formulations traditionnelles. Nous avons vu quelque chose hier, j'aime bien le citer, M. Bruno Cortecci de l'association italienne Amphia a montré un graphique très intéressant où il y a eu une amélioration de l'isolation thermique offerte par les isolants traditionnels et aujourd'hui nous sommes dans un cas qui est pire par rapport au point de départ presque. Je stigmatise la situation, je dis quand même que les producteurs, ils ont travaillé beaucoup et bien. Et donc, pour faire face à des produits traditionnels, donc des formulations traditionnelles moins isolantes, ils ont évolué vers des formulations nouvelles, parfois plutôt performantes et coûteuses, donc espace et place au compromis, mais aussi vers une forte recherche, une ouverture vers de nouvelles solutions, ayant aussi les clients alliés dans
cette démarche. Les mousses polymères s'enrichissent donc de nouvelles formulations, des formulations où il y a des agents d'expansion, donc des gaz différents et de nouvelles générations qui sont utilisés, les HFO par exemple. Il n'y a pas que les HFO, il y a des différents mix. Et en jouant sur les mix et les caractéristiques de performance en descente de température ou du point de liquéfaction ou du gaz, on peut obtenir des choses plutôt intéressantes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres éléments sur lesquels on peut travailler, et beaucoup de fabricants ont déjà travaillé, c'est l'évolution de la matrice polymère, en ajoutant des charges, je veux dire des charges minérales ou des additifs. Par exemple, je parlais tout à l'heure de polystyrène expansé. Le polystyrène expansé était utilisé dans certains domaines plutôt proches du bâtiment. Il est rentré par la suite bien dans certaines applications carrosserie et température dirigée avec des producteurs qui ont décidé d'additiver le produit avec, par exemple, de la graphite. Donc, où nous allons avec cette évolution? Nous allons toucher les limites des formulations qui sont liées aussi à des limites de production par les producteurs. Refaire une ligne de production, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un jour au lendemain. Mais surtout, c'est ce que je tiens à souligner, et c'est ce que je vois, c'est une tendance importante. Des contributions, on le soulignait hier, et des contributions vont aussi le souligner aujourd'hui, après moi. Il y a des, entre guillemets, vieilles connaissances qui deviennent un sujet de développement, parce qu'au laboratoire, c'était des solutions performantes, mais il fallait les industrialiser et les introduire dans les processus de production. Et donc, nous voyons que ces vieilles connaissances marquent vraiment un top score et c'est innovant. Et donc, bienvenue aux aérogels, qui sont connus depuis des années 30, et bienvenue aussi aux panneaux VIP, comme insulated panel. Mais allons-nous garder nos habitudes face à ça, face à ces innovations? Sont ces innovations, entre guillemets, trop chères, où il y a des problèmes de process? Alors attention, les produits innovants nous mettent toujours devant un défi important. Il y a des performances importantes, même exceptionnelles parfois, mais il faut arriver à intégrer ce produit dans le process traditionnel de production parce que le carrossier, le fabricant se confronte toujours avec un contexte de marché. Donc la conception de l'isolation mono-isolant, vous vous souvenez, je l'ai dit tout à l'heure, j'isole avec de la 35. Donc il y a 20 ans, il y avait des fabricants de panneaux isolés qui utilisaient un seul produit pour isoler. Aujourd'hui, le fait de passer d'une mono-isolation à une isolation composite est une opportunité, si pas un vrai besoin. Donc, produits matériaux différents, donc produits densité, format, dimension différentes, matériaux différents, donc formulations différentes. Il faut arriver à tout intégrer ensemble. Donc, c'est un mix et c'est un challenge, intégrer les choses ensemble. Parce que, souvenez-vous, et pluribus, des choses différentes, des natures différentes. Donc, nous sommes devant un cas de confusion ou de complexité. Je préfère parler de complexité, mais il faut arriver à gérer la complexité. Il ne faut pas avoir peur, il faut savoir que l'environnement est de plus en plus complexe, des matériaux différents, des process différents, ou un process qui demande, qui impose, excusez-moi, peut-être c'est un mot très dur, mais des rigidités qu'on a du mal à gérer, mais on peut y arriver. Et quelles sont les contraintes de marché aussi, donc les disponibilités des nouveaux matériaux. Ça, c'est un enjeu très important. Donc, vous voyez, pour faire face à des applications pointues et ciblées, donc des isolations performantes dans des contextes spécifiques, de plus en plus, il faut avoir disponible de la connaissance technique, de l'expérience et du développement continu. Jamais s'arrêter. Jusqu'à là, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des choses qui nous accompagnent depuis des années. Mais, je dirais, au début, tout participe à l'isolation. Donc, la complexité est en même temps une nécessité et une opportunité. Et, comme aimait bien dire un très bon ami à moi, les isolants les meilleurs et même
ces isolants les meilleurs, tous réunis dans la meilleure des configurations isolantes d'une caisse, ne peuvent rien si la porte reste ouverte. Et qui c'est qui laisse la porte ouverte? Nous allons répondre. Tout d'abord, c'est un cas réel. Les choses se passent vraiment comme ça, même si c'est banal. Et donc, je répète, tout participe à l'isolation. Donc, il y a un processus de production, il y a les bonnes pratiques, hein, mais surtout, il y a l'être humain qui est au centre, que ce soit de l'utilisation et de la conception. Voilà pourquoi une approche holistique est importante aujourd'hui. Dans le cas de la recherche et développement et la proposition de nouvelles solutions d'isolation, il faut considérer tous les éléments qui vont composer la caisse d'un point de vue des matériaux, d'un point de vue de mise ensemble de mix des matériaux jusqu'au point de structure et de mécanique de la caisse. Ça, c'est très important. Et voilà que je vais présenter une petite liste d'applications pointues et ciblées qui demandent connaissance, expérience, développement continu. Il faut garder et même développer plus qu'on peut un environnement participatif, un environnement de collaboration, un environnement collaboratif. Producteurs de matières premières, clients, producteurs de camions, des caisses. Donc, d'un point de vue vertical et horizontal, une intégration complète, mais un vrai travail ensemble. Et il ne faut pas oublier, je l'ai mis comme dernier, mais sa position, et ce n'est pas une position anodine, hein, l'État. L'État, dans les pays et même les organisations internationales, sont des moteurs très importants dans le support à l'innovation. Donc, je vais résumer un peu, une approche composite est très importante. Donc, la capacité d'unir, d'arriver à unir des isolants des natures différentes dans le même panneau et dans la même caisse, en étudiant bien le travail et le comportement de la caisse. Donc, des études, des projections sont très importantes. Une approche tout supporte l'isolation et une maîtrise des différentes variables et contraintes. Donc, une maîtrise de l'opportunité performance ou réglage industriel. Nous sommes tous confrontés, les industriels sont toujours confrontés avec le réglage industriel de leur production. C'est tout à fait normal. De l'autre côté, le mix est l'enjeu de différents isolants à unir et il ne faut pas l'oublier, la contrainte de l'environnement. Tout ce que nous faisons aujourd'hui pour avoir une vie et à la fin de cette vie, il faudra gérer le fin de vie. Donc, comment réutiliser, comment recycler ou comment allonger le cycle de vie. Donc, encore plus de complexité qui pousse vers une croissance des compétences importantes. Et je veux bien souligner que dans le domaine de la carrosserie, les métiers de la carrosserie, ce sont des métiers artisans, mais ces métiers artisans ont déjà évolué, vont évoluer encore plus vers une industrialisation technique et une technique industrielle. Ça, c'est très important. Mais à la base, seront toujours des applications, au moins comme beaucoup d'entreprises sont organisées aujourd'hui, artisanales. Donc, je mets encore une fois l'être humain au centre. Voilà, le nouveau défi pour l'isolation thermique dans le transport, c'est un défi de savoir passer de plusieurs choses différentes, de natures différentes, toutes unies et maîtrisées. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je reste disponible pour toutes les questions. Merci. Merci, Gérard. Merci, Giuliano, pour cette présentation sur les perspectives en matière d'isolation, la complexité du sujet. Et je pense qu'il est très utile et intéressant de l'illustrer de manière particulièrement pratique à l'échelle micro et macroscopique. Donc, le microscopique sera dans la salle et dans les mains de Bruno et dans sa présentation, et le macroscopique sera sur le parking pour tout à l'heure. Bruno, je te laisse la parole, le micro et de quoi faire avancer ta présentation sur les VIP chez Chéreau. Bonjour à tous. D'abord, merci à Gérald de nous avoir invités et l'accueil du CEMAFRA pour exposer ce sujet.
Je vais juste me présenter en quelques mots. Moi, je m'appelle Bruno Étain, je suis directeur de développement produit. Qu'est-ce que c'est que le développement produit chez Chéreau? Ça va de la partie bureau d'études qui configure nos véhicules et la partie tout ce qui est amélioration continue et bien sûr tout ce qui est issu de la R&D, dont le sujet que je vais évoquer actuellement avec vous. Donc, merci en tous les cas pour l'introduction qui a été faite juste avant sur le sujet de l'isolation. Je vais vous parler plus particulièrement, moi, du VIP, donc Vacuum Insulated Panel, que l'on utilise, nous, et qu'on voit comme étant un gage d'économie d'énergie et surtout une solution de sécurisation également pour le transport des produits sous température dirigée. Avant de passer à ma présentation, je voudrais quand même dire quelques mots sur Chéreau, qui est aussi une introduction. Donc, Chéreau, pour les personnes qui ne connaissent pas, nous sommes un carrossier fabricant de véhicules frigorifiques exclusivement, plutôt des véhicules de grosse taille, donc semi-remorques et des porteurs. Et nous comptons environ 1000 collaborateurs basés en Normandie pour un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros. Pour être plus complet encore, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle The Reefer Group, qui compte deux sociétés, donc Chéreau que je viens de citer, et une autre société sœur qui s'appelle Sor Ibérica, qui fait le même type de véhicule basé en Espagne. Voilà, j'ai été complet sur la partie Chéreau. Je bascule sur mon sujet d'isolation. Donc, on se rejoint un petit peu sur ce qui a été évoqué auparavant. Donc, là, en illustration, ce que vous voyez, ce sont les performances, on va dire, que l'on obtient en termes d'isolation. Donc, je reviens sur le VIP, donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je l'ai tout à fait derrière. Donc, c'est ce type de panneau. Donc, un panneau de ce type-là, avec une épaisseur de 15 mm, on a une performance d'isolation équivalente à environ 180 mm de mousse polyuréthane ou 330 mm de liège. Donc, on voit que finalement, c'est le vide qui est certainement le meilleur isolant. Et c'est ce qui va un petit peu, qui nous a poussé en tous les cas à travailler sur cette solution. Qu'est-ce que c'est que les panneaux VIP? Donc, ce sont des panneaux isolants sous vide. Donc, je vais vous le remontrer là. Donc, c'est une petite âme, une âme bien sûr intérieure qui est souvent une base fibreuse, qui peut être réalisée avec des fibres de verre ou d'autres types de produits fibreux. Et puis un film qui est étanche, donc une barrière, un film barrière, et on crée forcément une solution de vide. Donc pour faire une analogie, bien sûr, il y a un petit système de valve qui vient générer et maintenir ce vide en permanence. Une analogie, ça ressemble en fait à un paquet de café moulu sous vide. Voilà, on retrouve un petit peu. Voilà. Bon, si on n'est pas, bien sûr, au mode des capsules Nespresso, mais voilà ce qu'on retrouve un petit peu comme mode de fonctionnement. Donc, ces panneaux, nous aujourd'hui, donc on fait un complexe, en fait, comme vous le disiez, un système de bimatériaux. On arrive à l'intégrer, à l'encapsuler dans nos pains de mousse, et on vient après les réaliser, les assembler pour les mettre dans nos panneaux de carrosserie. Donc, si on voit un petit peu le détail là sur la petite découpe, on voit bien qu'on a des zones où on a des panneaux qui sont visibles et des zones où on n'a pas mis de panneaux, donc on a du polyuréthane, ce qui nous permet aussi de positionner, par exemple, des rails d'ancrage pour les usages donc, de nos caisses. Donc, on n'a pas une couverture qui est totale de la surface du véhicule avec ces panneaux de VIP. On a un retour d'expérience sur le sujet qui est assez long, puisqu'on a réalisé un premier véhicule en 2012, un véhicule qui était encore exploité aujourd'hui dans le nord de l'Europe, un véhicule on avait atteint une amélioration du coefficient K sur la cible aujourd'hui, en tous les cas l'élément de mesure pour la qualité isolante de la caisse, c'est le coefficient K, et bien sûr en FRC, la limite à atteindre est bien sûr le 0,4. Donc voilà, donc là on avait une amélioration de l'ordre de 11-12%. On a refait encore récemment, donc il y a 6 ans et à 9 ans, un tunnel qui montre qu'on a également un très bon vieillissement de la caisse, puisqu'une très faible évolution du coefficient K, une dégradation, on va dire, du coefficient K. On a également réalisé cette technologie, on l'a insérée sur un de nos véhicules innovants qui était Rhône, un projet qui allait au-delà de la solution VIP, puisqu'il intégrait une solution d'alimentation de groupe par hydrogène. Et là, on a amélioré plutôt de 15%. On s'est fait un challenge de réaliser un des véhicules avec un des plus bas coefficients, donc avec un 0,27 atteint. Là, bien sûr, on avait mis des panneaux à la fois dans les panneaux et dans la partie pavillon du véhicule. Et depuis donc, ce challenge, on réalise maintenant plusieurs véhicules. On vient un petit peu démocratiser cette solution et on l'intègre dans des semi-remorques plus courantes.
qu'elles soient à double étage ou également dans les porteurs. Je reviendrai par la suite sur le porteur qui est d'ailleurs présenté ici. Donc l'objectif, en fait, de ce qu'on a mesuré, c'est qu'on a des coefficients qui se rapprochent de 0,29 à 0,32, alors que la moyenne européenne se situe plutôt, on va dire, à 0,37, 0,38. Donc un gain quand même non négligeable en termes de performance d'isolation. Le VIP, pourquoi? Donc, quels sont les intérêts? Directement, on va avoir des économies, puisque étant mieux isolé, on va moins solliciter le groupe en termes de fonctionnement. Qui dit moins de sollicitation, dit moins de consommation, et donc d'émissions de CO2, mais également on le retrouve avec moins de temps de fonctionnement et donc potentiellement d'opérations de maintenance à réaliser sur le groupe. On peut même envisager de revoir la puissance du groupe utilisé, puisqu'on va le faire fonctionner moins fréquemment. Autre point important, c'est la durabilité de la solution, hein, pour pouvoir répondre en FRC. D'une part, on part avec un coefficient K qui est plus bas. On sait que naturellement, la caisse va se dégrader, je m'entends, va pouvoir monter en termes de coefficient. Donc, partant de plus bas, on va déjà supposer qu'on va durer plus longtemps. Et sur les tests qu'on a fait sur les anciens véhicules, on se rend compte qu'on a une évolution qui est encore plus lente avec cette solution. Donc, on peut envisager, pourquoi pas, de passer un tunnel à 9 ans pour pouvoir prolonger le véhicule, non pas à 12 ans, mais jusqu'à 15 ans en termes d'exploitation. Autre intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on est limité dans certaines configurations. On l'a évoqué tout à l'heure. On peut avoir des caisses avec des complexités, des panneaux très minces, pas mal d'encastrements réalisés. Donc, le vide peut être une solution où on atteindrait un 0,4 ou en dessous, alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas le produire ou le produire pour un client. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a une sécurisation en fait, du transport, puisqu'on a un temps de remontée en température dans la caisse qui est plus long. Donc, je vais un petit peu étayer tout ça par deux exemples précis chiffrés. Donc, bien évidemment, ces avantages sont plus importants avec un coefficient K qui est le plus bas. Donc, en l'occurrence, voilà, les cibles aux alentours de 0,3. Donc, deux applicatifs de mesure. Donc, on a aujourd'hui, avec un client, une semi qui est équipée de panneaux VIP, hein, sur les flancs, avec un coefficient K de 0,3 et qui est en exploitation depuis 7-8 mois. Et on constate, quand il compare à l'équivalence qu'il a aujourd'hui dans sa flotte, puisqu'on a fait un véhicule qui est tout à fait équivalent à son exploitation, des baisses de consommation sur ce véhicule qui est de l'ordre de 25% en termes de consommation diesel, bien sûr. Et on retrouve également ça en termes de durée d'usage, hein, de temps d'utilisation du groupe, qui est également baissé de 25%. Autre point important, donc là, c'est la courbe que vous avez en partie basse. C'est un test qu'on a réalisé au Sémafroid, si je ne me trompe. Donc, on avait pris deux configurations de semi-remorques, on va dire identiques, une avec des panneaux VIP, une qui était sans panneaux VIP, avec un delta de coefficient K qui était de l'ordre de 27%. Et on l'a chargé avec 15 tonnes de marchandises et maintenu à des de température de 2 degrés. Et en fait, ce que vous voyez sur la courbe du bas, en fait, c'est le temps qu'il faut pour la remontée en température. Et donc, on constate qu'avec une semi-normale, on avait un delta de température ou une remontée de température de 5 degrés qui était atteinte au bout de 2 heures. Et avec la caisse en panneau vif, on avait atteint cette delta de température ou ce 5 degrés supplémentaire en 10 heures. Donc un gain quand même de 8 heures, ce qui permet de sécuriser votre marchandise, en tous les cas, d'avoir plus de temps de réaction, surtout quand vous êtes confronté à une panne, par exemple, qu'on peut rencontrer sur un groupe. Voilà, donc pour illustrer cette solution, on a, comme le disait tout à l'heure Gérald, un véhicule qui est sur le parc ici, qui est un véhicule Kessler. Donc Kessler, c'est quelqu'un qui opère dans le domaine de la pharmacie, avec donc une exploitation qui est un peu spécifique, puisqu'il va travailler sur des températures très basses, donc à moins 35 degrés. Et en fait, ce qui a surtout motivé le choix de Kessler pour cette technologie, c'est la sécurité grâce à l'isolation, puisqu'il va transporter des produits qui vont être à la fois onéreux et très sensibles. Donc là, on a une configuration simple. Donc vous voyez comment sont insérés les panneaux dans les flancs. Donc, on couvre 27 mètres carrés donc, de surface de vide. On ne couvre pas l'entièreté de la surface. On a un coefficient K qui est quand même inférieur à 0,3. Et on imagine aussi des gains de consommation, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas la cible qu'on a souhaité, en tout cas ce qui a motivé le choix de notre client. Alors, le véhicule que vous allez voir est incomplet, le groupe n'a pas encore été installé pour des raisons de logistique et de disponibilité du véhicule, mais il sera équipé d'un groupe qui est plutôt un groupe de type semi, c'est un groupe TK A400. Donc
bien un groupe donc extrêmement puissant, mais comme je vous le disais, l'enjeu est de maintenir des températures basses à moins 35 degrés. Alors la projection et nous, comment nous voyons l'usage du VIP? En fait, nous pensons que cette technologie est un complément nécessaire à toutes les nouvelles énergies qui vont être mises en œuvre dans les années à venir, en tous les cas, ce qui est certain, puisqu'on y travaille déjà pour les fonctionnements du groupe, que ce soit la cryogénie qui a été évoquée un peu plus tôt, les solutions hybrides, la batterie, les cieux récupérateurs d'énergie, les panneaux solaires ou les solutions hydrogènes sur lesquelles on travaille nous plus particulièrement. On sait que voilà, le fait d'être mieux isolé, on va être plus économe en termes de consommation et ça permettra d'obtenir avec ces nouvelles solutions une plus grande autonomie, qui est quand même souvent un grand enjeu pour le déploiement de celle-ci. Donc je rappelle encore une fois, hein, l'énergie la plus verte est celle qu'on ne consomme pas, et cette solution d'avoir une super isolation, entre guillemets, nous permet d'être plus économe dans ce secteur. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention. Et on pourra laisser le champ aux questions. Une belle vue d'une semis sur voilà. En plein soleil, comme quoi la Normandie, il y a également du soleil qui peut nous y rejoindre. Bon, voilà. On va vérifier ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, Bruno, pour cette présentation d'un cas concret qui illustre ce que Giuliano nous a esquissé précédemment en matière d'isolation. Effectivement, pour avoir réalisé les essais, et là, ça fait le lien avec la présentation que a fait précédemment Jean-François, nous avons réalisé un certain nombre d'essais. Des essais, tu le disais, de certification. Ces produits sont qualifiés ATP et on l'a vu avec des performances très basses, puisque celui de 0,27 qui était présenté au dernier salon Solutrans avant la pandémie était à 0,27, la semi prototype avec le plus bas coefficient K depuis une grosse quinzaine d'années dans nos labos. Aujourd'hui, effectivement, les coefficients K des prototypes sont plutôt autour de 0,37, 38, 39, voire 40. Et nous avons aussi testé les aspects vieillissement avec des choses qui sont tout à fait performantes. Et puis, dans le cadre des activités de la thèse de Claudia sur le vieillissement des camions, mais on a intégré ces choses-là et on a pu constater que ça vieillissait effectivement aussi bien et peut-être même mieux, l'échantillon étant très réduit que les engins classiques. Et ensuite, les aspects consommation, et tu as parlé, et c'est intéressant de voir aujourd'hui, a posteriori, le retour à exploitation de terrain qui corrobore exactement les mesures faites en labo. Et ça, ce sont aussi des essais qui viennent accompagner l'innovation, c'est-à-dire être capable de faire un essai sur de la simulation d'utilisation du véhicule en mesurant en comparaison. L'essai qui a été fait, c'est exactement la même machine frigo qui a été changée de semi, qui permet de réduire les incertitudes. Et on arrive au même résultat que 8 mois d'exploitation sur le terrain. Donc, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet aussi d'accélérer l'analyse des performances de la machine. Donc, toutes ces choses-là sont nécessaires dans l'accompagnement de l'innovation, y compris les essais en cours de développement. On a vu là qu'il y a des tâtonnements avec différents niveaux de performance, différentes utilisations du système. Comme disait Julian tout à l'heure, c'est pas simple de passer du monomatériau, des 300 mm de liège d'il y a à peu près 70 ans, à aujourd'hui des panneaux aussi fins mais complexes avec des méandres. Ce que je disais hier sur l'avenir du froid, c'est que les solutions seront hybrides. C'est encore une illustration de ça, c'est qu'on n'est plus sur du mono matériau d'isolation, on n'est plus non plus sur un panneau uniforme d'isolation, même si il met plusieurs matériaux, mais sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Et on le voit que les solutions qui s'offrent à nous sont de plus en plus complexes. Donc je pense que les présentations que nous avons eues ce matin dans ces deux ateliers sur la première partie et la deuxième partie illustrent très bien
ces trois défis du froid. Alors, dans le transport frigo, mais on pourrait l'étendre à d'autres choses. Hein. L'isolation concerne aussi les meubles de vente. Elle concerne aussi, évidemment, les emballages. La partie production de froid concerne également le froid fixe, la partie distribution. Et donc, nous avons ces trois défis du froid hybride et qui va mélanger ces différentes sources de solutions. Ce sujet des fluides, même là-dedans, hein, quel est le fluide isolant, puisqu'on n'en a pas parlé, mais dans les défis des isolants, se débarrasser des HFC, qui n'est pas terminé, hein, il y a encore des HFC dans un certain nombre d'isolants, beaucoup moins en France, mais dans le monde, ça reste quand même l'agent d'expansion majoritaire des mousses isolantes. Et donc, on a là aussi à s'occuper des fluides. Et le meilleur fluide, c'est le vide. Celui-là, au moins, il ne nous emmerde pas. Et donc, on a ce défi de l'hybridation dans l'isolation, comme dans les fluides, comme dans les technologies de production de froid. Michel l'a aussi montré avec les illustrations de Polkar. Nous avons le sujet des fluides. On vient de le voir dans l'isolation comme dans les machines frigo. Et le sujet de la conformité et de la validité dont tu nous as aussi parlé. Donc, je pense que ce sont des sujets particulièrement importants. Nous avons, avant de terminer, un peu de temps pour des questions, pour des échanges, des remarques, des commentaires. Est-ce que nous en avons dans la salle? Pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions dans la cour sur les équipements, mais Rémi. Une question en termes de fabrication. Est-ce que ça n'est pas trop compliqué à introduire ces éléments vides dans le panneau classique? Alors, forcément, ça demande un process un peu spécifique. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve, nous, on a trouvé en tous les cas une solution de l'insérer. Aujourd'hui, on est plutôt en phase de pré-série, donc on ne fait pas des grosses quantités. L'autre enjeu aussi, c'est de savoir où on les positionne, puisque les endroits où on va mettre des points d'ancrage, des rails, on a un risque de percer le panneau. Et donc, s'il y a plus de vide, on va revenir au niveau de l'isolation du polyuréthane classique. Donc aujourd'hui, on y travaille, on installe maintenant une solution un peu plus industrielle. Mais voilà, on pas d'un système qui était très artisanal de les positionner. On a trouvé comme un système de l'encapsulé. Il est protégé, l'avantage c'est qu'il est pris dans un sandwich tubulé, donc il y a les effets de peau, donc on ne touche pas tout de suite ce panneau-là, même si on a un choc extérieur. Voilà, donc on est en train de partir. Alors, je pense que d'ici 2 ans, on sera en capacité de fabriquer. Aujourd'hui, on fait 4000 véhicules, on a une cible d'environ 200 véhicules, donc ce n'est pas notre capacité, mais on sait l'intégrer. Voilà, la plus grande difficulté, c'est dès la préétude, avec le client, la configuration, savoir où placer le panneau. Que le client soit vigilant, qu'il ne fasse pas tout, qu'il n'aménage pas son véhicule tout seul après, pour qu'on soit certain des zones qu'il ne faut pas toucher. Voilà. Et puis l'autre enjeu aussi, c'est de travailler sur le sourcing de ces produits-là et de faire encore évoluer, parce qu'on est contraint à un dimensionnement. On va avoir des dimensions prédéfinies pour pouvoir optimiser la surface qu'on veut obtenir et avoir le meilleur coefficient. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment atteignable maintenant. On en a réalisé une bonne dizaine. On va en faire, j'espère, le double l'année prochaine. Et ça nous permet, comme le disait Gérard, d'expérimenter. En fait, ce qu'on a vu en théorie au départ, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on alimente. Surtout, je crois que l'enjeu qui est très important, c'est l'aspect que j'ai évoqué, mais on a du mal à le chiffrer, c'est la sécurisation. Cette remontée de température, comment on peut sauver de la marchandise ou s'affranchir du fait, dans certains cas, on pourrait peut-être s'affranchir sur certains trajets, d'utiliser un groupe, à l'extrême, mais pourquoi pas, une fois qu'on est bien isolé, on est dans une situation qui est quand même plus sereine. Nous, on a confronté un cas à un de nos clients qui a eu son groupe en panne et il a pu sauver sa marchandise alors que son groupe s'est arrêté pendant plus de 3 heures. Il a été dans les limites d'évolution de température de 22 degrés et il a pu sauver cette marchandise alors que dans un cas plus classique, donc il faisait assez chaud ce jour-là, je pense que sa marchandise, il aurait dû la mettre de côté. Voilà, donc, ce n'est pas un sujet d'exploitation, dans tous les cas, c'est plutôt pour des sujets très spécifiques comme la pharma, très pointu. Il y a une très grosse valeur sur la marchandise. C'est un point de sécurisation complémentaire. Après, il faut voir comment ça s'intègre dans un retour sur investissement, comme on dit aujourd'hui, parce que ça a forcément un coût, cette technologie, et que voilà, directement sur les économies d'exploitation du groupe. Je pense surtout que c'est un bon complément pour les solutions nouvelles, puisque tout ce qu'on voit d'autres alternatives sur le groupe, on est souvent limité en autonomie. Donc, si on a besoin de produire moins de froid, je pense qu'on gagne en autonomie, donc potentiellement une exploitation atteignable.
C'est tout ça. Alors, ce que tu mentionnes sur le fait que ça permet d'avoir plus de temps en cas de soucis et de panne, c'était à l'origine de la réglementation française de 52 et de l'ATP. C'est la sécurité alimentaire, de dire si jamais j'ai plus de froid, j'ai le temps d'aller à un entrepôt déposer ma marchandise. Donc on est tout à fait à l'essence de ce qui a fait notre métier et qui fait qu'on transporte sous température dirigée. Ce que tu évoques sur la partie maintenance, 25% de fonctionnement en moins, c'est d'autant de maintenance en moins, ce qui est particulièrement important quand on sait que le taux d'utilisation des machines et des groupes frigos de transport a fortement augmenté ces dernières années. Là aussi, on retrouve des taux d'utilisation qui font des durées de vie plus longues. Et puis, je vous donnais tout à l'heure les chiffres de la durée de vie moyenne. Elle a fortement baissé, mais ça redonne aussi de la durée de vie parce que hier, on a fait des petits clins d'œil aux machines qui ont une durée de vie et Bruno, tu as récupéré deux certificats sur le sujet. Cette durée de vie, c'est plus les engins qu'on a vus là ont des machines qui ont été changées, des machines frigorifiques. Et puis, peut-être un autre point sur ces aspects-là, c'est que globalement, dans le froid, pas spécifiquement le transport, mais dans le froid, dans la durée de vie, sur une durée de vie d'une dizaine, une douzaine d'années, le coût du matériel représente moins de 20% du coût total d'exploitation de l'engin, que ce soit un meuble, une chambre froide, un camion, etc. Et quand on est à 25% d'économie, ça joue suffisamment pour que le surcoût du matériel devienne quasiment négligeable. Et donc, je pense que quand on est à ces taux de gains de performance énergétique, on peut se permettre un certain nombre de choses en matière d'innovation technologique et qu'il y a un gisement financier pour financer de l'innovation, même si c'est à plus long terme. Et puis, je fais un petit clin d'œil sur tu parlais des risques. Les pictogrammes, c'est très à la mode, il y en a partout avec tout un tas de trucs. J'aime bien celui qui est dans la semi là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir le petit pictogramme interdit d'utiliser une perceuse à l'intérieur. C'est dans un camion frigo, c'est la première fois qu'on le voit. Et donc, je pense que c'est un élément. Ce que tu disais, je crois, a encore plus d'intérêt lorsqu'on parle de semi-remorque. Parce qu'un porteur, il y a toujours le châssis, il y a toujours le moteur, enfin, c'est une chose. Semi-remorque, quand même, aujourd'hui, d'arrêter des semi-remorques à 9 ans, voire à 12 ans, c'est un peu crétin, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qu'on peut prolonger dans le temps, même quitte à changer les essieux. On a vu avec la citerne semi-remorque hier de 47 ans qui montre que le châssis lui-même et le guidon. Et puis bon, et là, du coup, ça a un véritable intérêt sur la semi-remorque. Et là, du coup, le surcoût, effectivement, il va forcément d'autant mieux. Sur les porteurs, c'est toujours un petit peu gênant parce qu'il y a l'usure de porteurs. Il y a une fonction aussi sur les porteurs que parfois on oublie, c'est l'obsolescence commerciale. C'est-à-dire que le chauffeur, il ne veut plus monter dedans parce que c'est un vieux camion. Voilà. Alors que sur une semi-remorque, ça a vraiment du sens. C'est moins vrai sur les porteurs, mais sur les vues et dans certaines applications, on a aussi maintenant les changements de châssis et qui font que la caisse fait plusieurs châssis et qui peut aussi rentrer en ligne de compte avec ce genre de matériel. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces, alors à Bruno qui était le dernier, mais aussi aux autres intervenants, bien entendu, que ce soit sur les essais de Jean-François, sur les techniques, et même sur les présentations de la première session. Non, on a fait le tour, on a purgé les questions. Bien, écoutez, merci beaucoup.